Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Édouard Fourcade, qui est directeur général de la société Anaplan France. Édouard Fourcade, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, dans le cadre de notre rubrique, la première question fatidique, si je puis dire, c'est de savoir quelle est l'actualité dans la semaine passée qui a retenu votre attention. Alors évidemment, vous voyez, les champs des possibles sont extrêmement larges. Ça peut très bien être lié à notre industrie, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Pour vous, qu'est-ce qui a marqué la semaine passée et en rapport un peu avec votre activité? Alors, à vrai dire, la semaine passée a été extrêmement riche en événements dans le monde entier. Mais l'un des sujets qui, je crois, m'a le plus marqué, c'est le discours de Xi Jinping, président chinois, à Davos. Parce qu'il illustre bien le problème que nous souhaitons aider nos clients à résoudre, qui est l'arrivée d'éléments perturbateurs qui viennent complètement changer la donne. Quand Xi Jinping se fait l'apôtre de la mondialisation... Ça peut surprendre un petit peu. Voilà. Exactement. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était l'un des pays les plus protectionnistes au monde. Et les Américains qui veulent fermer leurs frontières. Voilà. Donc, Exactement. Donc ça illustre parfaitement le type de challenge auquel nos entreprises et nos clients sont confrontés de manière quotidienne. Et parce que lorsqu'il s'agit de faire des prévisions de vente, lorsqu'il s'agit de faire des prévisions d'investissement, est-ce qu'il vaut mieux aller investir aux États-Unis pour supporter le marché américain, ou est-ce qu'il vaut mieux investir en Chine pour supporter le marché chinois? Ce sont des questions qui sont assez complexes à résoudre. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait anticiper il y a un mois que cette question arriverait sous cette forme-là. Et donc c'est en ça que ça supporte parfaitement notre vision et ce que nous souhaitons apporter aux clients, c'est cette capacité à répondre rapidement à des problèmes qu'on n'a pas vu venir. Donc finalement, Xi Jinping, c'est votre meilleur soutien aujourd'hui quand même. Oui, puis demain, ça sera Armel Lecléac. Alors, Édouard Fourcade, on a déjà écrit pas mal de choses sur Anaplan, hein, dans nos colonnes. Néanmoins, est-ce que vous pourriez, de manière assez rapide, resituer qui vous êtes? Bon, on sait, dans ce qu'on a pu écrire nous-mêmes, en gros, entre Excel et les ERP, il y avait une espèce de grand vide que vous essayez de combler. Ouais. Parfois, vous vous présentez comme Excel on stéroïdes. Vous êtes un éditeur de logiciels cloud-based, donc ça, c'est une marque de fabrique. Donc, est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu tout ça? Oui, absolument. Donc, comme vous l'avez dit très justement, nous sommes un éditeur de logiciels basé donc dans le cloud, donc avec comme finalité de proposer des solutions qui n'aient pas nécessité à être installées sur les systèmes des clients. Et l'objectif que nous cherchons à résoudre, c'est apporter aux clients les moyens de modéliser, de simuler leur processus sans avoir de vraies connaissances techniques, uniquement en bien connaissant leur métier. Et donc de faire de la planification. Et donc, bien évidemment, de faire de la planification, de pouvoir être capable de modéliser des processus et des workflows, être capable de simuler des scénarios et surtout de répondre à des questions qui n'ont pas été anticipées. La plupart des applications informatiques qui existent apportent de très bonnes réponses à des questions qui ont été prévues. Le prérequis, c'est qu'au préalable, il y ait des équipes informatiques qui aient développé et qui est codé, donc des applications. Là où nous apportons une valeur ajoutée différente, c'est que nous cherchons justement à donner le moyen aux utilisateurs métiers de répondre à des questions qui n'ont pas été anticipées. Et aujourd'hui, les dernières semaines, les derniers mois nous montrent que ce genre de questions improbables ou de situations improbables arrivent tous les jours. Et peuvent être parfois bien utiles. Alors, une caractéristique aussi de vos solutions, c'est le fait que, en fait, puisque ça c'est l'avantage du cloud, hein, des solutions SaaS, c'est que finalement, une équipe ou des collaborateurs qui sont situés à 36 endroits différents peuvent se plugger sur la même plateforme et travailler de manière vraiment collaborative. Ça, c'est très important. Plutôt qu'on sait bien le schéma Excel où, en gros, Excel va d'un point A à un point B, un point C, un point D. Ça, on connaît les revers de ce... Absolument. C'est exactement l'un des sujets que l'on voulait adresser, c'est que Excel, comme tous les tableurs, sont de formidables outils de productivité individuelle. Mais lorsque l'on commence à engager dans des démarches où on a besoin de faire travailler ensemble un grand nombre de personnes, dans des projets dans lesquels on a besoin de faire collaborer un certain nombre d'interlocuteurs ou d'intervenants, ça devient extrêmement difficile avec des outils qui n'ont pas été conçus pour ça. Et donc c'est là effectivement que notre plateforme et la raison d'être du cloud, c'est de permettre justement à un très grand nombre d'utilisateurs de travailler simultanément
de manière en parfaite transparence, de pouvoir se transmettre les informations et travailler en même temps sur le même projet de manière complètement fluide et transparente. Alors, dans votre approche, en fait, telle que vous la présentez, vous avez une sorte de plateforme applicative généraliste, et avec vos partenaires, qui peuvent être soit des clients parfois, soit des partenaires style cabinet de consultants, etc., eux peuvent développer des modules applicatifs spécialisés pour apporter une solution à un problème spécifique. Et donc, vous avez un hub applicatif, un peu comme l'App Store d'Apple, sur lequel il y a tout un tas d'applications spécifiques. Est-ce que pour les mois qui viennent, est-ce que votre principale préoccupation ou principal objectif, c'est de développer tout cet arsenal de modules, dont certains sont payants et d'autres sont gratuits, pour être de plus en plus verticalisés et répondre à des solutions particulièrement répondant à des secteurs économiques? Alors, vous avez très bien résumé la situation. Nous avons effectivement une plateforme qui héberge un certain nombre de modules, d'applications qui ont des spécificités soit sectorielles, soit industrielles. Et notre plateforme à nous, un appelant, par définition, elle est agnostique. Et donc, elle n'est pas spécifique pour un métier particulier ou pour une industrie en particulier. Et donc, le hub que nous avons construit, cet App Hub, consiste à mettre à disposition de nos clients et de nos utilisateurs des modules qui ont été effectivement établis par un certain nombre soit de tiers, soit nous-mêmes. Le petit changement qui s'est opéré en 2016, c'est que nous avions développé un très grand nombre d'applications nous-mêmes, que nous mettions à disposition des clients sur la plateforme, pour illustrer justement la capacité d'un appelant à répondre à des préoccupations de type métier. Et à côté de cela, il y avait des applications qui ont été développées par des partenaires. La petite différence, c'est qu'aujourd'hui, nous allons arrêter de développer nous-mêmes nos applications pour les mettre à disposition sur ce App Hub et laisser cette plateforme ouverte à nos partenaires et clients pour pouvoir eux-mêmes mettre à disposition de notre écosystème les applications qu'ils auraient construites sous le mode de licensing de leur choix. C'est-à-dire que certains pourront être gratuites, certaines pourront être payantes, ce sont nos partenaires qui décideront du mode. Et qui s'occupent des problèmes de propriété intellectuelle? C'est les partenaires Absolument, eux-mêmes qui définissent le mode d'utilisation? Exactement, nous ne faisons qu'héberger ces applications qui ont été développées par les partenaires et qui visent à mettre en évidence leurs compétences sur un secteur particulier. Alors au début, on vous a présenté un peu comme une solution qui couvrait un grand vide qui est entre d'un côté Excel, qui est là depuis 30 ans, et de l'autre les ERP qui sont là aussi depuis 30 ans. Je suppose que, les données, vous pouvez les récupérer à la fois d'Excel et à la fois des ERP, et deux, ce qui veut dire que vous êtes extrêmement complémentaires, et d'une certaine manière, vous dépendez un peu en tout cas des ERP pour récupérer toutes ces données. Ça veut dire que vous êtes une espèce d'allié objectif des ERP et des éditeurs qui les fabriquent. Oui, d'une certaine façon, oui, parce qu'effectivement, les modèles que nous construisons, donc qu'on peut imaginer comme des énormes Rubik's Cube, trouvent leur source, leur alimentation dans les systèmes informatiques des clients et donc en particulier des ERP. Donc nous nous alimentons à la fois soit avec des fichiers plats par exemple, ou avec des données en entrée naturelle, soit à travers effectivement des liens que nous établissons avec les plateformes informatiques de nos clients. Donc, alors pour bien situer le périmètre de vos activités, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'un côté de l'intelligence artificielle, de l'autre du big data, ce que vous traitez, ce sont les données structurées de l'entreprise, donc qui viennent des fichiers que vous avez établis là. Et ça, c'est votre cadre strict d'opération, si je puis dire. Absolument, absolument. Il y a deux sujets sur lesquels nous n'allons pas. Nous ne sommes pas une plateforme de big data, nous ne cherchons pas à aller concurrencer ceux qui vont chercher de l'intelligence dans des données non structurées par exemple, ce n'est pas notre métier. Notre métier, il est vraiment d'utiliser des données structurées et numériques et de pouvoir les analyser, les croiser, les exploiter, de sorte à pouvoir quantifier et simuler des différents scénarios que les entreprises peuvent avoir à mettre en place, qu'ils peuvent être le rachat d'une entreprise, ça peut être le changement d'une ligne de production, ça peut être quelles sont les conséquences sur un budget ou du fait de combiner différentes offres en une seule, etc. Tout type de scénarios qui peuvent être amenés à être mis sur la table de manière régulière. Alors, dans vos premiers utilisateurs, et c'est assez naturel en fonction de ce que vous faites et ce que vous avez décrit, il y a les directions financières qui ont été de gros utilisateurs. Mais vous visez tous les métiers de l'entreprise, c'est-à-dire tous les gens qui ont de la planification à faire. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle direction vous évoluez, et éventuellement, est-ce que vous pourriez citer un ou deux clients français pour donner un exemple de ce que vous faites et avec qui vous travaillez?
Alors, effectivement, le point de départ d'Anaplan, on a naturellement nous sommes allés solliciter les directions financières parce que c'est là que de manière la plus spontanée, on est amené à remettre l'ouvrage sur le métier constamment, ne serait-ce que dans les processus d'élaboration budgétaire. Donc ça a été notre cible, on va dire, privilégiée que nous sommes allés adresser. Mais en réalité, il y a beaucoup de domaines fonctionnels dans l'entreprise qui doivent faire des simulations et des modélisations. On va trouver aussi bien les ressources humaines lorsqu'il s'agit de faire la simulation de masse salariale, par exemple, ou on va trouver également les domaines plus industriels tels que la production et la supply chain. Et c'est un sujet sur lequel nous avançons assez vite. Et à titre d'exemple, alors je ne sais pas si nous sommes autorisés à citer le nom client, mais une très très grande entreprise de luxe parmi les tout premiers mondiaux. Ça commence avec un L, non? Par exemple, voilà. A entrepris une démarche extrêmement intéressante parce qu'ils ont le challenge d'avoir la meilleure supply chain au monde d'ici 2020. Et donc, pour pouvoir optimiser cette supply chain, vous imaginez bien que le nombre de scénarios de modélisation à tourner est absolument gigantesque et qu'il faut pouvoir les tourner de manière extrêmement rapide. Et donc, ils cherchaient une plateforme parfaitement souple, adaptable, flexible, agile, et qu'on puisse mettre entre les mains des utilisateurs métiers qui n'ont pas besoin d'être des experts en codage ou en script de oui, parce programmation. On est bien d'accord, dans vos solutions, il n'y a pas de codage. Voilà, exactement. L'idée, c'est de mettre ça entre les mains des gens qui connaissent leur métier et qui sont capables de jongler avec ça à toute vitesse. Et donc cette entreprise a donc récemment fait le choix donc, effectivement, de généraliser Anaplan pour l'ensemble du support de sa supply chain. Et alors, quand vous rencontrez une entreprise, finalement, vous allez voir directement les métiers ou il y a malgré tout la DSI qui est là, je dirais, pour veiller au bon grain, enfin faire le choix entre... Oui. Parce qu'eux, ils ont une infrastructure à préserver, donc comment ça s'organise? Alors j'ai envie de vous dire les deux en général. On commence naturellement, effectivement, par solliciter les métiers. C'est auprès d'eux que le premier niveau d'adhésion s'établit. Mais on ne peut pas faire l'impasse de discuter avec la DSI pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est eux qui sont généralement les garants de la sécurité de l'informatique. D'accord ? Et donc, il est absolument nécessaire d'avoir un échange parfaitement transparent. Un sujet de plus en plus prégnant. Oui, absolument. La deuxième raison, c'est que c'est également eux qui sont garants de l'architecture globale et de la qualité des données qui sont remontées, qui sont exploitées. D'accord ? Et donc, nous devons nous assurer que nous sommes dans parfaite complémentarité avec ce qui est fait et qu'en aucune façon, nous allons contredire des projets qui peuvent avoir. Et puis, la dernière raison, c'est que très souvent, chez les grands clients qui sont en train de déployer Anaplan à grande échelle, se pose la question de création de centres d'excellence. Des gens qui puissent qui puissent consolider les meilleures pratiques en termes de modélisation, indépendamment du métier auquel ça s'applique. Et généralement, c'est au sein des directions informatiques que ça s'établit. Donc, en réalité, on essaie d'établir un pont entre les directions informatiques et les directions métiers, même si c'est auprès des métiers que, de manière initiale, nous faisons le premier. Oui, parce que c'est eux qui vont être les utilisateurs de ces solutions. Oui. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que vous-même, vous utilisez vos propres solutions? Absolument. Est-ce que ce n'est pas le cordonnier le plus mal chaussé? Non, je peux vous dire que l'intégralité des processus interne de la société Anaplan, que ce soit recrutement, que ce soit finance, que ce soit forecast de vente, que ce soit tout ce que vous voulez, tout est sur Anaplan. Donc finalement, quand vous allez voir un métier, vous pouvez dire, regardez, chez nous, on fait ça et ça marche. Et d'ailleurs, notre CFO est l'une de nos meilleures commerciales. Ok. Dernière question. Anaplan est une société à forte croissance, mais malgré tout, vous êtes un éditeur de taille moyenne. Ça veut dire que, et vos clients, c'est plutôt des grandes entreprises, des grandes ou des grosses PME, on va dire, parce qu'il faut quand même beaucoup de données à mouliner, etc. Donc, c'est pas la PME du coin qui va utiliser Anaplan. Excel suffira largement pour ça. Et donc, pour traiter... Je vais vous contredire sur ce point-là. Très bien. Et donc, pour traiter avec en tout cas ces grands clients, ça veut dire qu'il faut assurer une certaine pérennité. Et qui dit pérennité dit finalement une capacité de financer le développement de l'entreprise. Donc jusqu'à présent, alors je ne vous demanderai pas si vous allez vous introduire en bourse en 2007, puisque vous n'allez de toute façon pas me répondre, mais comment vous voyez les choses entre continuer à lever des fonds avec des partenaires privés, l'éventuelle introduction en bourse, éventuellement un rachat par un grand éditeur de RP. Enfin, comment vous voyez les choses, je dirais, dans les prochains mois? Alors, pour répondre d'abord au tout début de votre question, notre portefeuille de clients n'est pas uniquement constitué de grandes entreprises, parce que les deux profils d'entreprises qui nous intéressent et qui s'intéressent à Anaplan sont soit celles dont la complexité est liée à la taille, donc les grandes entreprises, effectivement, du coup ça c'est assez classique, mais également toutes celles dont l'enjeu est la vélocité. Toutes les entreprises qui sont sur le secteur soit en forte transformation, soit qui sont elles-mêmes en très forte croissance.
Et on a des tout petites entreprises qui sont à un rythme de croissance comparable à celui d'Anaplan. Vous pouvez donner un et exemple qui sont, vous n'êtes pas une toute petite entreprise, malgré tout. il y a 5 ans, on n'existait quasiment pas. Oui, d'accord. D'accord. Aujourd'hui, Donc, ça, voilà. donc, qui, par exemple, vous avez un nom en tête? Bon, on peut citer De Vialet, par exemple, qui fabrique ces enceintes de très haute qualité. D'accord. L'entreprise n'est pas grande en termes de taille, se développe à très grande vitesse, a des enjeux de transformation absolument considérables, se pose constamment la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux que j'aille investir dans 2 points de vente supplémentaires en France, ou est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse en Angleterre, ou est-ce qu'il faut que... Et comment est-ce que je vais faire face à l'augmentation de la demande en termes de production, etc. Donc les enjeux de transformation sont constants. Et donc ils ont une impérieuse nécessité d'une très grande vélocité, d'une très grande agilité dans la plateforme. Donc c'est vraiment les deux cibles. Donc pour répondre à la fin de votre question, nous sommes donc en croissance extrêmement forte. Nous avons annoncé avec grand plaisir que nous étions cash flow positif beaucoup plus tôt que prévu. Ce qui veut dire Donc vos modèles ne marchent pas si bien que ça, finalement. C'est ça que ça veut dire. Ce qui fait, si, c'est juste qu'on était un peu prudent, d'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne crame pas d'argent, ouais. et donc ça, c'est une extrêmement bonne chose que ça arrive beaucoup plus tôt que prévu, d'accord. Et donc, nous allons accélérer notre croissance. Alors, il ne faut pas être grand clair. Quand on est en phase d'accélération de croissance, à un moment, il y a des points d'inflexion, et il est vraisemblable que tôt ou tard, on aura besoin d'une injection de capitaux supplémentaires pour supporter et pour financer cette accélération. Quelle forme ça prendra? Je n'en sais rien. À quel moment? Je n'en sais rien. Ce qui nous importe le plus, c'est d'être cash flow positif pour l'instant. Parce que du coup, ça nous permet d'acheter du temps, comme on dit en anglais. Et de voir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Ouais. Bah, écoutez, on suivra avec attention ce qui se passe avec vous dans les prochains mois. Édouard Fourcade, merci beaucoup. Merci à vous.